En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs de football. Je suis Hugo Sagnudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. En dehors de ma surface a intégré Podio, le studio de production de podcasts spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, notre invité est Ricardo Fati, franco-sénégalais qui a connu une longue carrière en France et à l'international. Pendant plus d'une heure, on retrace sa carrière et on discute de plein de sujets passionnants. Son expérience tant médiatisée à l'INF Clairefontaine, son départ à la Roma alors qu'il n'avait que 20 ans, sa double voire sa quadruple culture, ses choix de carrière et familiaux, ainsi que de nombreux autres sujets qui nous permettent de mieux comprendre la vie de ces footballeurs. Bonne écoute! Bonjour Ricardo Fati, comment vas-tu? Bonjour Hugo, ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Très content d'avoir un peu de temps et de pouvoir discuter avec toi. Ouais, c'est vrai, ça faisait déjà pas mal de temps qu'on se cherchait. On a trouvé le bon timing pour se rencontrer, donc c'est cool. Ouais, on attendait un retour en France. Un retour parce qu'on va voir qu'avec toi, on va parler de voyage. Tu as beaucoup vadrouillé ces dernières années. En effet, ouais. On va être servi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, comme je te disais, foot, voyage, je pense que le podcast, il est pas mal pour toi. On va pouvoir parler de choses. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou moins, Ricardo Fati. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc génération 86. Pareil. Voilà. Donc, je suis originaire de l'Île-de-France, 94 et 91. J'étais formé, préformé d'abord à l'INF Clairefontaine, c'est important, un endroit que j'apprécie beaucoup, donc l'INF. Ensuite, je suis parti en centre de formation à Strasbourg à mes 16 ans, donc j'étais formé au Racing. Ensuite, j'ai rapidement quitté ce club pour partir à l'AS Roma à mes 20 ans. Donc, et à partir de là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, les voyages. J'ai été prêté déjà à Leverkusen en Allemagne 6 mois. Ensuite, passage sur Nantes, Ajaccio. Après, je repars sur Rome. Après ma saison à Rome, je pars sur la Grèce, à l'Aris Salonique. Donc en 2010, j'ai 24 ans. 2 ans en Grèce, franchement, c'était une très belle expérience. Je pense qu'on en reparlera. Ensuite, retour en France sur Ajaccio. Et ensuite, petit passage en Belgique. Petit passage dans le temps, mais pareil aussi, j'ai beaucoup aimé mon passage en Belgique, à Liège, au Standard. Et ensuite, 5 ans en Turquie, j'ai vécu, on va dire, l'essentiel de ma carrière. D'abord à Bursaspor, ensuite à Ankara Gücü. Et pour finir, on peut dire que j'ai fini mes 2 ans, mes 2 dernières saisons à la Regina en Italie, Série B. Donc voilà, après mes 2 ans, donc aujourd'hui, on est en 2022 et de retour en France. Et voilà, je peux quand même dire que j'ai mis le football pro derrière moi et je me concentre sur la suite, on va dire, de ma seconde carrière. Ouais, c'est ça, la suite des aventures. Voilà. Et c'est fou. Toi, tu le dis d'une manière, tu imagines, moi, ça me fascine. Tu as 36 ans et là, tu viens de me citer une quantité de pays. Tu étais en Grèce à 24 ans, tu étais déjà parti à la Rome à 20 ans. Bon, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on va parler un peu de cette richesse de ces voyages aussi. Ouais. Et c'est le foot qui t'a emmené partout. Ouais, c'est ça, c'est le foot. C'est le foot qui m'a poussé à découvrir ces pays-là, ces différentes cultures. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est vrai que c'est des pays totalement différents, avec des cultures différentes. Par exemple, quand on prend la Turquie et la Grèce, bon, c'est des pays qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont vraiment aussi à l'opposé en même temps. Mais voilà, la chose qui unit, qui rassemble, c'est le ballon en fait. Ouais. Donc moi, grâce au ballon, grâce au football, j'ai pu connaître beaucoup de personnes. Je me suis fait beaucoup d'amis à travers le monde, parce que j'ai connu aussi des Sud-Américains, des Américains, asiatiques. Donc c'était vraiment enrichissant. Donc on peut dire que je me suis vraiment enrichi culturellement, bon, financièrement aussi, un peu. Mais vraiment, non, c'est vraiment une carrière dans laquelle je suis fier. Il y a beaucoup de personnes qui, à juste titre, qui avaient pensé que j'aurais mérité une meilleure carrière au niveau de la qualité, au niveau du palmarès, tout ça, au niveau du prestige des clubs.
Mais franchement, je changerais ma carrière pour rien au monde parce que je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli, des pays que j'ai visités, des rencontres que j'ai pu faire. C'est aussi ça, aussi avoir une belle carrière. C'est pas seulement gagner des trophées ou gagner beaucoup d'argent, c'est aussi s'enrichir sur le plan personnel et voilà, développer des connaissances, et des amis, des amitiés. Pour moi, c'est une carrière réussie. Réussie. Moi aussi, je suis d'accord. Voilà. Et il y a aussi tout cet aspect que là, on parle de foot. Et de toute façon, c'est ça aussi l'idée de ce podcast. C'est on va parler de foot, mais aussi de ta vie perso. Bah, aussi, ce que tu offres à ta famille, à tes enfants. Je sais pas, toi, tes enfants, toi, ils sont nés où, par exemple? Voilà, mes enfants, c'est un peu l'image de ma carrière parce que mon premier enfant est né en France, à Rambouillet, parce que à l'époque, j'étais à Rome, justement. Et ma femme, comme c'était le premier, elle craignait un peu d'accoucher à l'étranger, donc elle est venue en France pour accoucher. Et ensuite, ma deuxième, j'ai 4 enfants. Ma deuxième est née à Ajaccio, en Corse. C'est à l'époque où j'étais à l'ACA. Et les 2 dernières, encore 2 filles, les 2 sont nées en Turquie. Donc voilà, c'est à peu près l'image de ma carrière. C'est ça. Et il parle plusieurs langues. Ouais, exactement. Mon fils est quadrilingue. Hein. Mon fils a commencé à voyager avec nous, donc il a appris le turc, il a appris l'italien assez facilement d'ailleurs. Ça m'a vraiment surpris et ça me fascine encore aujourd'hui. Ouais, et l'anglais aussi de manière naturelle, donc il parle 4 langues parfaitement bien. Donc c'est aussi une grande fierté aussi. Bah ouais, c'est ça. Et ça fait partie de ta carrière. Et est-ce que si tu étais resté toute ta vie ici en Ligue 1, tu aurais peut-être pu avoir d'autres trophées différents, mais tu n'aurais pas offert ça à ta famille? Ouais, c'est ça. D'une certaine manière. Après, on ne peut pas refaire sa carrière, mais moi, la carrière, comment elle s'est déroulée, je suis plutôt satisfait, même si, voilà, je te le concède, hein, j'aurais aimé, bien sûr, jouer dans des grands clubs, gagner des trophées aussi, hein, c'est pas ça le but, mais j'ai pas d'amertume, j'ai pas d'aigreur, j'ai pas de regrets particuliers. Juste un peu peut-être Leverkusen parce que j'aurais peut-être dû, avec le recul maintenant, je le dis, j'aurais peut-être dû rester pour persévérer, pour essayer de trouver ma place là-bas, mais j'étais jeune, impatient, j'ai fait que 6 mois là-bas. Mais non, ça reste franchement des belles expériences. Ouais. Ça, je l'entends souvent quand je discute avec des joueurs, c'est cette impatience des jeunes. Oui. Non, quand vous êtes jeune joueur de 20, 21 ans, vous acceptez pas trop voilà, vous êtes impatient, t'as envie de jouer tout le temps, t'acceptes pas d'être sur le banc et je l'ai ressenti. Ouais, c'est clair. Quand on est jeune, on a le feu en fait, on a le feu en soi et on veut vraiment tout péter, si je peux le dire ainsi. Et moi, en plus, à l'époque, j'étais attendu, j'étais considéré comme un bel espoir. Il y avait l'équipe de France Espoir, justement. À l'époque, il y avait les JO en 2008 que je voulais absolument faire, l'Euro de ça. Et quand je vois que je joue moins à la Roma, même si je sais que c'est un grand club, je commençais déjà à perdre patience. Ouais, t'imagines, à 20 ans. Voilà, à 20 ans. Mais après, c'est normal parce que voilà, c'est aussi le caractère on va dire, des joueurs ambitieux. Moi, je pense que je l'ai toujours été dans ma carrière. Et ensuite, en partant à Leverkusen, pourtant, j'ai fait choix d'un grand club aussi. J'avais encore cette envie de jouer. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et en fait, quand on est jeune, voilà, on veut en profiter, on veut jouer, on veut s'épanouir. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas épanoui quand je ne jouais pas. Que même si j'étais à la Roma dans un grand club, à Leverkusen, après, c'est comme ça. Des fois, on s'en rend compte assez tard. Des fois, on n'écoute pas forcément les bons conseils, tout ça. On est mal aiguillé. Mais oui, maintenant, si je parle avec un jeune, je dirais qu'il faut prendre du plaisir, en fait. Il faut jouer, quel que soit le club, quelle que soit la division. Il faut que tu prennes du plaisir, il faut que tu prennes tes marques, de l'expérience. Et c'est seulement en jouant, en fait. Et on va revenir un peu en arrière, parce que c'est quand même une période, je sais qu'on t'en parle beaucoup et on va t'en parler toute ta vie. Mais c'est ton premier grand voyage. C'est Clairefontaine. Oui. Clairefontaine, je le considère, j'imagine, comme un voyage parce que tu pars à 12-13 ans, c'est ça, de chez toi? Oui. À 12 ans, et vous vous retrouvez un groupe de gamins de 12 ans. Et bon, pour la petite histoire, c'est que toute cette période-là, où vous êtes restés, toutes ces générations, 3 ans à Clairefontaine, en préformation, ça a été filmé en fait. Il y a eu un documentaire dessus, et donc c'est resté un peu mythique. Vous êtes un peu le symbole, en tout cas la face visible, de comment ça fonctionne à l'intérieur de Clairefontaine. Ouais, exactement. On est vraiment si je peux le dire ainsi, la face, hein, le symbole de l'INF Clairefontaine, parce que jusqu'à présent, 20 ans ou 25 ans après, on m'en parle encore. Donc ça a marqué aussi une génération. Après, il faut remettre la chose dans son contexte. C'était en début des années 2000. C'est France 98. C'est la France qui gagne, c'est la France qui est sur le toit du monde du football.
Et c'est aussi l'avènement des téléréalités. 2000, à l'époque, Love Story, pour les plus anciens. Et du coup, oui, forcément, tous les regards étaient braqués sur nous et on est ressorti célèbre de documentaire. Et après, pour revenir donc à Clairefontaine, en effet, oui, c'est mon premier voyage. Déjà dans le sens littéral du terme, parce que c'était pas à côté de chez moi. Il fallait prendre la voiture, rouler. En plus, à l'époque, je me rappelle mes parents, pas trop les moyens, donc il fallait mettre l'essence, il fallait changer de voiture, même parce que la voiture, des fois, elle n'arrivait pas jusqu'à Clairefontaine, du 91. Et donc voilà, c'est les premiers sacrifices, les premiers voyages. Et après, moi encore, personnellement, j'ai une relation particulière avec Clairefontaine, parce que mon frère y était aussi. Et moi, en fait, j'ai connu Clairefontaine avant d'y intégrer, parce que à la base, je ne connaissais pas du tout Clairefontaine. Et c'est en accompagnant mon frère qui faisait lui-même les tests, les essais, que j'ai découvert ce lieu. Et je me suis dit, moi, fan de foot, je me disais, ça y est, c'est là qu'il faut que je sois là, quoi. C'est vraiment l'endroit pour moi. Et à la fin, donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné moi aussi. Et voilà, comme tu l'as dit, en effet, c'est le premier voyage. Toi, finalement, ton frère, il avait déjà ouvert des portes. Il avait déjà tes parents, ils avaient déjà pris la décision ils avaient déjà accepté pour le grand frère. Toi, t'as pas eu cette discussion, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas non, pas du tout. Toute la famille, ils voulaient, voilà. Ah non, pas du tout. Moi, j'espérais y être, surtout. J'espérais y être, parce que quand on passe les tests, on est pas quasiment 1 millier pour 24 places. Donc, on se donne à fond. Non, moi, j'avais qu'une envie d'y aller. Moi, je savais les efforts que ça allait engendrer, tout ça, la séparation, tout ça, mais moi j'étais prêt pour ça. J'étais prêt pour ça, et puis j'aimais tellement le foot, jusqu'à présent j'aimais tellement le foot que j'étais prêt en fait à faire ce choix-là, de quitter mes parents, de quitter la famille, de repartir. Après, pour moi, c'était pas non plus très douloureux, parce que je savais que je rentrais tous les week-ends, tout ça. Donc moi, ça va, je m'étais fait une idée plutôt positive de la chose. Et maintenant que tu vois en plus avec le point de vue d'un père, de laisser ses enfants partir à 12 ans aussi, ça, c'est pas facile non plus. C'est pas facile, mais je me rends compte. En plus, pour la petite anecdote, un petit clin d'œil, j'habite à 10 minutes. Là, on est à Rambouillet, j'habite vraiment à 10 minutes de Clairefontaine, et mon fils va à l'école, va au collège avec les petites Clairefontaine aujourd'hui. Donc moi, ça me fait tout drôle en fait de savoir que maintenant mon fils côtoie les jeunes de Clairefontaine, le collège où j'étais. De surcroît, ma femme également, donc, parce que ma femme, j'ai connue aussi au collège. C'est ça. Donc c'est un joli clin d'œil, et ça fait bizarre de voir des petits jeunes comme ça se débrouiller seuls. T'aurais laissé ton fils ou ta fille partir à 12 ans si c'était son choix? Franchement, sincèrement, j'aurais eu du mal à le laisser. Aujourd'hui, j'aurais vraiment eu du mal. Et même là, des fois, je dis à ma mère, je lui dis, franchement, t'as été courageuse de nous laisser, et moi, et Jacques, partir comme ça, quoi. Mais après, un peu plus tard, elle nous l'a dit. Elle a dit, franchement, j'étais en souffrance aussi, moi. Vous étiez peut-être plutôt bien parce que vous étiez à Claire, mais moi, vous savoir loin de moi, pour elle, c'était aussi une souffrance. Donc, c'est pas facile, hein, pour la famille, pour tout le monde. Voilà, c'est des sacrifices, c'est des choix, et quand on retrace justement une carrière de footballeur, c'est fait de choix difficiles. Hein. C'est pas seulement strass et paillettes. C'est ça, et c'est un choix que tu prends à 12 ans. Hein. À 12 ans. Après, c'est pas vraiment un choix, parce que tu es sélectionné. Donc, tu le veux d'un côté. Donc, il y a aussi une part de joie, oui, d'excitation quand même de partir à Clairefontaine. Mais malgré ça, sur les 24, sur 1000 ou sur 800, t'en as qui tiennent pas le choc, t'en as qui font les essais sans savoir s'ils sont prêts, en fait. C'est une fois que tu es dans le vif du sujet que tu te rends compte que en fait, c'est pas si facile que ça, en fait. Et après, ça continue. Là, c'est la préfo, mais après, c'est la formation. Après, c'est quand tu es avec les pros, parce que tu es avec des adultes. Tu es avec des gars qui veulent pas se faire manger. Donc, il y a encore des rapports. Après, quand tu vas à l'étranger, c'est encore autre chose. De toute façon, je pense qu'on en reparlera. Ouais, mais c'est vrai que ça forge un caractère. Ça forge un caractère, ça forge un homme. Hein. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui me surprend dans ce documentaire, et dans la formation en général, hein, dans ces centres de formation, c'est la transmission de valeurs. Au quotidien, et c'est là où l'autre jour je discutais d'un autre podcast avec Vikash Dorasso, et il parlait de cette filière d'excellence des joueurs de foot. Et je me rends compte quand je vois ce documentaire, parce que c'est encore une fois la face visible de cette formation, à 12 ans, tu te prends des
des leçons de vie tout le temps et te dire que c'est comme ça qu'il faut être. Et quand tu as 12 ans dans un collège normal, on te dit pas ces messages-là. Et c'est fort, tu vois, à des enfants. Et je pense, comme on dit, ça te forge. Totalement. Surtout à Clairefontaine, et surtout à l'époque. C'était l'école de la vie. C'était l'école de foot, mais c'était surtout l'école de la vie. De toute façon, moi, je l'ai souvent dit quand je passais en interview ou même dans le documentaire, quand on fait Clairefontaine 5 ans après, quand je suis à la Roma, je le dis. Monsieur Dussault, il nous a pas seulement entraînés, il nous a éduqués. Il y avait aussi Monsieur Raviot, qui est aujourd'hui le coach des gardiens de l'équipe de France. Et on est vraiment reconnaissant envers ces personnes-là parce que, en effet, à 12 ans, être ponctuel au petit déjeuner, parce que ça, on s'en rend pas compte. Quand on est petit, on mange quand on veut. Mais quand il faut être à 7h30 pétante au petit déjeuner, 7h45, il y a le bus qui arrive, serrer la main, tu regardes dans les yeux, une grosse poigne, à 12 ans. En fait, c'est vrai, sur le coup, on s'en rend pas compte parce que voilà, il faut obéir, il faut suivre les règles, il faut grandir en fait, il faut arriver à maturité, il faut prendre de l'expérience et en fait, maintenant je me rends compte même en tant que père que c'est quelque chose de fou en fait. C'est vraiment de la folie. On a vraiment été éduqués et c'est là aussi il faut tirer le chapeau aux éducateurs. Que ce soit là, je parle de Clairefontaine, mais j'imagine que dans pas mal de centres, pas mal de clubs, même clubs amateurs, là, les éducateurs, ils ont cette envie, cette volonté, cette charge même d'inculquer les bonnes manières. Je dirais pas éducation, parce que l'éducation, après, il y a les parents qui rentrent aussi en ligne de compte, mais d'inculquer les bonnes manières, les bonnes habitudes, tu regardes dans les yeux, ta bouteille d'eau, n'oublie pas, tes crampons, il faut les laver, les ballons gonflés. Tout ça, en fait, ça fait que voilà, ça te forge un homme et en fait, le football est vecteur de plein de choses, de plein de valeurs. C'est pour ça, moi, je kiffe ce sport, en fait. Malgré tout ce qu'il y a à côté, on parle beaucoup des choses négatives, mais en fait, le football, il véhicule tellement de belles valeurs que c'est que voilà, on a envie de le transmettre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a monté notre association Génération 86. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais transmettre, voilà, c'est important. Et donc aujourd'hui, moi, j'essaie de le faire du mieux que je peux. C'est ça. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'avec vos carrières et tout de cette époque, vous avez des choses à transmettre et des gens vous écoutent. Et donc, je pense que c'est intéressant de continuer. C'est important hein, d'avoir une bonne image. C'est super important parce que voilà, les gens, pas la plupart des gens, mais beaucoup de personnes pensent, quand ils pensent football, ils pensent seulement courir derrière un ballon, des milliardaires gâtés. Ouais, c'est ça. Milliardaires gâtés, non. C'est quand ton père est millionnaire donc, que tu es gâté. Mais... Et, en général, c'est pas le cas des joueurs de foot. Non, franchement, alors sinon, 1 sur 1000, mais de toute façon, je pense que même les études où les gens un peu cultivés le diront. Et le footballeur, il a une intelligence qui est pas hors du commun, mais qui est supérieure à la moyenne. Je pense qu'on en reparlera encore, mais voyager, apprendre des langues, s'adapter à une culture, à un pays, connaître les habitudes de tes partenaires, même sur le terrain, niveau tactique, s'adapter rapidement. L'observation, exactement. S'adapter à un besoin du coach. Agir, réagir. Non, ça ça demande des bonnes aptitudes psychologiques. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et justement, comme tu dis, on tape beaucoup sur les joueurs de foot et il n'y a pas vraiment ces discours où, voilà, de l'amour pour les joueurs. On en parle aussi, mais après, voilà, c'est ce que le football d'aujourd'hui, c'est ce que aussi la société veut véhiculer. Ouais. C'est que les footeux, ça reste des sportifs, ça reste des millionnaires qui courent derrière un ballon, c'est ça. Après, bon, ça dépend aussi des pays, hein, parce que justement, moi, ayant voyagé, j'ai pu voir que le footballeur était traité de manière différente selon les pays. Par exemple, quand tu vas en Italie, le footballeur, il a une vraie place dans la société, en fait. Il est vraiment respecté. C'est-à-dire qu'il va pas être il va être considéré comme un footballeur, mais d'une manière vraiment positive. Donc tu as une place à part dans la société, tu es respecté, mais pas parce que tu es riche ou pas parce que tu as réussi en tant que footballeur, tu as réussi à te surpasser. Enfin, ils aiment ces valeurs-là en fait aussi en Italie. En Turquie, c'est pareil. En Turquie, ils s'en foutent des footballeurs. Ils savent que un footeux, c'est quelqu'un, quoi. C'est vraiment quelqu'un. Après, en France, c'est différent. Par exemple, en France, le footballeur, il est un peu méprisé. Il est un peu pris en raillerie. De toute façon, moi, j'ai qu'à voir quand
Par exemple, un exemple tout bête, hein, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je constate. Des fois, quand je tweete des choses qui sont hors football, n'importe quoi, hein, je tweete pas sur la politique, mais des choses hors football, sur des faits divers ou des choses bêtes. Il y aura toujours des tweets de Français qui va dire ouais, mais toi, occupe-toi du terrain, cours derrière un ballon, qu'est-ce que tu connais? Comment ça que je connais? Je suis un footballeur, mais je suis aussi un homme, je suis aussi un père, je suis aussi un fils. Non, mais toi, tu connais rien. Non, mais je connais rien, je connais que le ballon. Mais voilà, c'est des choses qu'on entend régulièrement en France. Après, c'est bon partout, hein. Mais peut-être que c'est ma condition de Français aussi. Mais en France, on a l'impression que voilà, on traite le footballeur comme pardonne-moi du terme, mais un bête, quoi. C'est dommage. Et le footballeur aussi, il sait pas trop des fois comment se positionner dans la société civile, tu vois. Et c'est justement, des fois tu le vois, il y a un manque de confiance en soi, hors terrain, hors centre de formation, hors club. Et toi, on le ressent pas, mais des fois tu peux le ressentir chez des joueurs. Et parce que c'est pas facile, tu vois. Vous avez grandi dans un centre. C'est pas facile parce qu'après aussi le footballeur doit donner, comme toujours, le footballeur doit se donner une image. Et encore une fois, c'est pas l'image du sentimental qui doit ressortir, c'est pas l'image du cultivé qui doit ressortir forcément, c'est l'image de l'athlète, c'est l'image du viril. Donc forcément, qui dit virilité dit intelligence, le quotient intellectuel le plus bas en fait, pour caricaturer. Et en fait, c'est ça. Et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on a plus à montrer le côté bling-bling du footballeur. Et même le footeux, il le fait parce que pour l'image, pour l'argent, pour son après-carrière, pour sa carrière, il a besoin de montrer ce côté un peu show-off, si je peux le dire ainsi, du football. Tu verras pas beaucoup de footeux mettre une photo sur Instagram où il est en train de lire, où il est en train de faire des études, où il est en train de passer, je sais pas moi. Pourtant, il y a beaucoup de photos qui lisent. Hein, bien sûr. T'en verras pas des masses sur les réseaux. Ça se communique pas. Il faut rester sur le football. Il faut rester fort, il faut rester costaud, il faut rester focus sur les performances. C'est comme ça, malheureusement. Après, c'est pour ça, après, d'un côté, c'est aussi compréhensible. J'ai tapé sur les Français un peu avant, mais c'est compréhensible parce que c'est l'image qu'ils ont du footballeur. Et là, donc, dès tes 12 ans, ta valise, elle était prête, en fait. T'étais dans une chambre qui n'était pas la tienne, mais ta valise, elle était là, et on va voir que tu as bien l'utiliser, ta valise. C'est clair. Parce que, donc, Clairefontaine, c'est que de la préformation. Donc, les week-ends, tu rentrais chez toi, tu jouais même pour ton club, j'imagine, Bretigny. J'étais à Bretigny dans le 91, j'ai fait 2 ans là-bas. Et tu jouais pour eux les week-ends et tu t'entraînais à Clairefontaine. Je rentrais après à Clairefontaine. Et après, tu es parti à un autre départ, à Strasbourg. Il y avait déjà des clubs étrangers là à ce moment-là, à 16-17 ans, non? Si, il y avait des clubs intéressés. Pour te dire la vérité, c'était resté secret très longtemps parce que j'avais pas le droit. Maintenant, il y a prescription. Quand j'étais à Clairefontaine, donc dans ma dernière année, j'étais parti faire un entraînement avec à l'époque Blackburn, qui était un bon club anglais à l'époque, enfin qui est toujours un club historique anglais, mais qui était en première ligue tout ça. Et en plus, c'était avec mon ami Habib Belaïd. On est parti ensemble à Blackburn pour s'entraîner 2-3 jours. Caché, tu pouvais pas le dire aussi? Enfin, caché. Non, on n'a pas dit, surtout pas dit à Clairefontaine. Puis il voulait parce que bon, c'était pas autorisé, mais éthiquement c'était pas fameux. Il y a à l'époque, je sais pas si tu te souviens, il y avait l'épisode de Jérémy Aladir qui était à Clairefontaine. C'est un des premiers jeunes qui a signé à l'étranger à l'époque. Il est parti à Arsenal et ça fait beaucoup de bruit. Et nous, 2 ans après, on est parti faire pas un essai, mais on est parti s'entraîner avec Blackburn. Ils voulaient nous récupérer à la sortie de Clairefontaine. Donc à 16 ans. Voilà, à 16 ans. Donc du coup, finalement, on a refusé. Du coup, tous les deux, on est partis à Strasbourg. Okay. Habib et moi, on est partis à Strasbourg. Et oui, j'avais d'autres propositions. J'avais aussi Saint-Etienne qui s'était intéressé. Il y avait aussi Rennes, où mon frère était. Ah oui, il était déjà là-bas. Mais par contre, j'avais pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie que mon image soit associée à celle de mon frère, tout ça. Tout de suite, ouais. C'était déjà le cas à Clairefontaine. Ça m'avait pas fait mal, mais c'était dur pour moi à l'époque. C'était dur de jouer à te comparer à mon frère. Mon frère qui était à l'époque un grand espoir du football français, qui était vraiment un phénomène de défense. Et du coup, voilà, j'ai pas envie d'être associé à lui à chaque fois, donc j'ai préféré partir à l'opposé. Ça, c'est des discussions avec tes parents? C'était des discussions ou non? Oui, bien sûr, on en parle avec mes parents.
Après, les parents, surtout, ils veulent savoir s'il y a un suivi au niveau scolaire, tout C'est ça. important pour eux. Mais après, non, pour ce qui est du centre, ma mère m'a toujours suivi, mais après, elle a toujours dit de partir où est-ce que je chantais le meilleur feeling, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'était Strasbourg. Justement, je parlais beaucoup avec Marc Keller à l'époque, et à l'époque aussi, il y avait Jackie Duguay-Pérou, qui était le recruteur, qui est ensuite devenu le coach qui m'a lancé en première division. Donc voilà, une discussion, j'ai senti l'atmosphère saine, j'ai senti aussi que le centre était nouveau, donc commençait à être performant. Et donc avec Habib et deux autres potes de Clairefontaine, on était 4 de cette génération, être partis à Strasbourg. Donc voilà, c'est le premier vrai départ là. Ouais, pour le t'es coup. parti de la région parisienne. Voilà. Et on va commencer à voyager vraiment à l'étranger, parce qu'à 20 ans, tu as signé à la Roma. Ouais. Donc aussi, une autre époque, là aujourd'hui on dit 20 ans, c'est normal de signer à la Roma, ou en tout cas il y en a beaucoup plus. Exactement. À l'époque, c'est assez nouveau. Voilà, en plus, je tiens à dire qu'à l'époque, moi, je n'étais pas pro en plus. J'étais encore sous contrat stagiaire. Donc, on va dire le cursus normal à l'époque, je parle il y a 15-20 ans, c'était t'arrivais en club à 16 ans, tu signais aspirant, après tu signais stagiaire et après tu signais pro. C'est pas comme aujourd'hui, 16 ans tu signes pro, sinon tu après pars. 18 ans tu replonges pro alors tu as fait un match en pro. Enfin bref, c'est vraiment très respecté. Et moi en fait j'étais avec les pros depuis mes 18 ans, mais j'étais encore sous contrat stagiaire. Et donc je faisais quelques matchs en pro. Il s'avère qu'on était en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA avec le Racing, et on tombe contre la Roma. Donc, comme le club était en difficulté au niveau du championnat, c'était nous les jeunes qui jouons en Coupe d'Europe. Pas mal pour la vitrine. Ouais, c'était sympa. Ouais. C'était vraiment des matchs sympas. Et du coup, on joue contre Belgrade, Étoile Rouge, on joue contre Bâle. Et donc la Roma, je fais un super match. Avec les jeunes, mon pote justement Habib, il marque le but. On fait un partout, mais on joue super bien. Et du coup, la Roma se rend compte que moi, je suis en contrat stagiaire, que je n'ai pas signé pro, donc il saute sur l'occasion. Et en parallèle, Strasbourg, à l'époque, n'était pas très chaud pour me faire signer pro. Ils me proposaient un contrat à la charte. Entre-temps, ils font signer Gamero, un bon ami à moi, Kevin Gamero. Ils font signer mon pote Habib Belaïd. Et moi, ça chipote parce que milieu de terrain, parce qu'on ne sait pas. Visible, donc, contrat à la charte, je dis, c'est un peu ça a beaucoup traîné. Et à la fin, la Roma s'est fait présente. Mais j'ai accepté l'offre de la Roma, quoi. Pas mal. Partir à la Roma, oui. Ah oui, en plus c'est mon club préféré depuis tout jeune. Incroyable. J'étais fan de la Roma, fan de Totti, tout ça. Et quand la Roma s'est manifestée, j'avais dit à mon agent, écoute, si ça peut se faire, on le fait. Voilà. Et donc tu en arrives à la Roma, donc tu te retrouves là dans la peau d'un joueur professionnel, jeune joueur professionnel, mais aussi livré un peu à toi-même. Du coup, c'était la première fois aussi où tu... Parce qu'à Strasbourg, c'était un peu la suite du centre de formation, tu connaissais tout le monde. Là, tu te retrouves un peu tout seul. Ouais, toi, tu t'expliquais, toi, tu as rencontré ta future femme à Clairefontaine, en tout cas quand tu allé en cours. C'est ça. Et après, à partir de là, elle t'a suivi justement à Rome, non? Non, en fait, on s'est connus ici à Clairefontaine quand on était au collège, dans la même classe, mais on n'était pas ensemble. On était amis, potes, tout ça. Après, oui, on a commencé à se mettre ensemble quand j'ai eu la vingtaine. Donc, c'était à l'époque justement de Rome, tout ça. Mais avant, on était seulement amis, on n'était pas ensemble, quoi. Okay. Elle attendait que tu aies un contrat avec la Rome, quoi. Pardon? Elle attendait que tu aies un contrat avec la Rome. On lui demandera. Ok, donc... Non, mais en fait, pour la petite histoire, elle, depuis le début, elle était intéressée par moi, mais moi, je ne l'étais pas parce que, j'étais un peu fou, mais non, ça va. Quand je me suis calmé, je me suis rendu compte que c'était la bonne. Ok, et donc à la Rome, tu arrives un peu tout seul et tu te retrouves dans ce grand club avec des grands joueurs et un peu difficile aussi cette adaptation. Justement, là, on va commencer à parler d'adaptation du joueur de foot où tu dois essayer de comprendre rapidement qui est autour de toi, C'est ça. Franchement, l'adaptation, je me souviens, c'était très, très, très dur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en 2006 et tu as à peine de téléphone, en fait. Tu as à peine du réseau pour appeler en France. Tu n'as pas d'internet. Ça coûte cher. T'as pas de réseaux sociaux, t'as rien. Moi, j'avais que mon DVD et ma musique et mon petit téléphone pour appeler des fois quand j'avais du crédit. Donc, c'était très, très, très... c'est très compliqué. Je me rappelle, une fois, j'ai une petite anecdote, c'est que on part en stage, on part en Autriche dans les montagnes et j'étais dans la chambre, mais j'étais avec Shabani Nonda. C'est un ancien grand joueur. Mais il avait déjà la trentaine passée, moi j'avais 20 ans, c'était un très bon gars, mais on n'est pas les mêmes délires.
Parce que moi, c'était un grand, lui, il parlait investissement, il vivait à Monaco, tout ça. Moi, j'étais encore un petit jeune. Bon, il y avait aussi Mexès, mais Mexès, super mec aussi avec moi, mais après, bon, lui, il traînait plus avec les Italiens, tout ça. Et en fait, il n'y avait pas de jeunes, en fait. J'étais un des rares jeunes dans l'effectif. Et en plus jeune et étranger. Jeune et étranger, en plus, langue, voilà. Après, la langue, ça s'apprend vite, mais c'est pas la même chose. Je suis pas avec mes potes, tout ça, et je me rappelle, je fais 2-3 entraînements, 2-3 jours. Je me rappelle à un moment donné, je suis rentré dans ma chambre. En fait, je me suis assis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver ici, en fait? Comme ça. Pourtant, j'étais à la Roma, un grand club. Enfin, je pense que tout le monde m'enviait, tout ça. Mais forcément, tu as toujours un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Là, je suis bien. Des fois, je regardais les matchs de Strasbourg. Je disais, ah, là, eux, ils sont bien, ils s'amusent. Même si, pourtant, ils sont en Ligue 2, hein, ils étaient descendus. Hein. Mais voilà, je voyais mes potes s'éclater, jouer, tout ça, prendre du plaisir. Et moi, c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué parce qu'il fallait que je m'adapte, il fallait que je connaisse une nouvelle ville, un nouveau mode de vie. Donc, les premières semaines ont été compliquées. Et quand tu arrives dans un club comme ça, tout jeune, est-ce qu'ils veulent te montrer aussi où tu es arrivé? Est-ce qu'il y a ça, tu penses, inconsciemment? Non, pas forcément. Il n'y a pas les joueurs pression. Ouais. Non, pas du tout. Au contraire, ils ont été très accueillants. Même Totti, très accueillant, super gentil avec moi. Il m'expliquait les choses. En plus, moi, encore une fois, j'ai quand même été chanceux d'être avec aussi Mexès. Super mec. Mexès, à un moment, il a vraiment été toujours avec moi. Il m'a littéralement pris sous son aile. Et voilà, donc il a tout fait en sorte que je m'acclimate rapidement. Donc, non, il n'y avait pas non plus de. Ouais, si c'est grand club, il faut être comme ça, non? À Rome, fait comme les Romains. Non, c'était pas trop comme ça, pour le coup. Non, du coup, après, ça a été. Mais après, attention, après quelques semaines, quand j'ai commencé à connaître un peu les habitudes, tout ça, quand j'ai commencé à jouer aussi un peu, ça va, quand j'ai aussi commencé à découvrir la ville, ça allait beaucoup mieux. Sympa, ouais. C'est pas une ville très, c'est assez facile. Il y a pire. Il y a pire. Et du coup, non, mais même l'atmosphère, tout ça, même le club en lui-même, c'était un grand club, mais avec une dimension assez familiale quand même, malgré tout. Donc, non, j'ai vraiment. Après, je me suis acclimaté et après, c'était nickel après. Et t'as joué avec Mexès? Non, parce que toi, tu es milieu. Ouais, moi, j'étais milieu de terrain. Ouais, des fois, je jouais avec lui. Il me rappelle, à chaque fois, il me parlait. À chaque fois, dès que je faisais une passe, bien joué Ricky, il criait fort, bien joué Ricky. Et non, c'était franchement. Pourtant, là, on se parle plus trop, on s'est perdu un peu de vue. Mais franchement, Philippe, c'était super mec. Celui, il est arrivé quelques années avant déjà. Il est arrivé 2 ans avant. Ouais. Mais il avait déjà. Voilà. En fait, pourquoi aussi il était comme ça? Parce que justement, lui, en arrivant, vous savez, il a eu des soucis avec. C'est ça. Il n'a pas pu jouer pendant longtemps. Pendant 6 mois, il n'a pas pu jouer. Et quand il a recommencé à jouer, il n'était pas bon du tout. Ouais, Ça veut dire que, en plus, comme à la Rome, les supporters sont très très durs, très exigeants. Il était beaucoup critiqué. Ouais. C'était dur pour lui. Il a failli quitter. Il a failli partir à Manchester parce que Ferguson le surkiffait. Et en fait, voilà, il a fait non, je vais me battre et je vais rester, je vais montrer qui je suis en fait. Donc là, ça a recommencé juste à ce moment-là, quand tu arrives, ça a commencé à marcher bien. Voilà, en fait, voilà, mon arrivée, ça a coïncidé quand il commençait à monter en puissance. Et l'année où je suis là, c'est vraiment l'année où il pète tout, quoi, en fait. C'est l'année où il est vraiment trop fort. C'est un des meilleurs défenseurs de Serie A et il a fait preuve de caractère à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Quel bon joueur. Ouais. Et à la Roma, donc tu es resté pendant pas mal de temps, mais entre-temps, tu as eu ce prêt dont tu me parlais à Leverkusen. Ça, t'aurais pu... voilà, t'étais pas loin de rester à la Roma, de t'imposer à la Roma, ou ça s'est joué c'est quoi, c'est des détails, des matchs, tu penses maintenant Non, alors moi j'avais signé 5 ans à la Roma et après ma première saison, même moi je voulais partir en prêt parce qu'il fallait que je joue tout ça. Tu joues pas assez, ouais. Je joue pas assez, mais pourtant j'avais la confiance du coach, le Spalletti m'appréciait énormément. Et en fait, je pouvais pas jouer seulement parce qu'il y avait des joueurs au-dessus de moi qui étaient trop forts. De Rossi. Il y avait De Rossi, il y avait Perrotta, 2 champions du monde, donc 2 néo-champions du monde à l'époque. C'est 2006. Ouais. 2006. Et il y avait aussi Pizarro. David Pizarro, c'est un joueur, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il était extraordinaire. Oh là là, j'ai rarement vu un milieu de terrain aussi fort que lui. Il savait tout faire. C'était un peu à la Verratti, voilà. C'était un joueur à la Verratti. Ou Verratti, c'est un joueur à la Pizarro, je dirais maintenant. Et donc, du coup, j'avais pas d'espace pour jouer. Des fois, je grattais quelques temps de jeu. Des fois, j'avais des petites blessures. Et j'ai joué quand je pouvais jouer, en fait.
Et je pouvais pas rester comme ça une saison de plus, donc j'avais décidé de partir en prêt. À la fin de ta première année Ouais, à déjà. la fin de la première année, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, moi j'ai signé 5 ans, je vais en prêt 1 an, voire même 2 ans, et je reviens, j'ai encore 2 ans. En plus, ça parlait déjà de me reprolonger après mon prêt. Enfin, il y avait déjà un plan bien établi en fait. Et j'étais assez serein. Bon, je savais que j'allais pas beaucoup jouer déjà, même à la Roma, mais donc je voulais partir en prêt. Donc tu demandes ça, tu dis moi je veux partir en prêt. C'est même comme un accord, hein. C'est même, je me rappelle. C'était bien pour tout le monde, ouais. Ouais, même pour moi, j'ai dit, vous savez, je pars en prêt en fin de saison. Ouais, pas de soucis, de toute façon, il faut qu'on te prête, il faut que tu joues, quand tu reviens plus fort. Enfin, c'était déjà cadré, tout était bien clair. Et par contre, voilà, c'est en fait comment ça se passe, Leverkusen, c'est que donc je refais le tournoi de Toulon. Ouais. J'avais fait avant de signer à Rome. Meilleur joueur. Meilleur joueur. T'allais pas le dire, je l'ai dit. J'avais pas déjà du tout, non. Mais oui, mais je fais des meilleurs joueurs la première fois que je le fais en 2006. Et donc je le refais une seconde fois. Et on le gagne encore, justement, le tournoi avec Gamero, Loïc Rémy. Je crois qu'il y avait Hugo Loris, vraiment une bonne équipe. Et c'est là en fait que Rudi Völler me voit. Et en fait, il appelle, lui en tant qu'ancien joueur de la Roma, donc il appelle Rome, il fait des pieds et des mains pour me faire signer en fait. Non, Fatih, il me faut un milieu de terrain absolument, blablabla. Au début, il voulait m'acheter. La Roma a dit non, il fait bon, un prêt de 2 ans. À l'époque, les prêts de 2 ans, c'est très rare. On fait un prêt de 2 ans, nous on fait jouer, après on vous le rend. Et on prend son salaire, on fait tout. Ouais. Il double le salaire. En fait, ils ont tout fait pour me faire signer. Ils voulaient t'acheter. Après, on revient à ce qu'on disait au début, c'est que voilà, après, avec l'agent en question, on va visiter le club. Ah, c'est pas mal, hein, franchement, tu devrais y penser parce que. Donc là, c'est un peu orienté. Mais moi aussi, moi, personnellement, je pensais jamais signer en Allemagne. Ouais, moi, je me suis dit, l'Allemagne. Et une époque où on parlait pas beaucoup de l'Allemagne, comme aujourd'hui. Ah non, c'était pas la Bundesliga qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais non. Ribéry n'est même pas encore signé. Ouais. C'est l'année. En fait, c'est l'année où. C'est l'année. Quand je signe à Leverkusen, c'est l'année où Ribéry arrive aussi. Au Bayern, en 2007. Donc, c'est vraiment le début de la grosse Bundesliga. Et donc, du coup, moi, j'arrive à Leverkusen, je suis vraiment agréablement surpris par les installations, par le club, tout ça, l'atmosphère. Donc, je me dis, pourquoi pas ? On va tester, on va découvrir, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je signe 2 ans en prêt. Mais le souci, c'est que le coach ne me voulait pas, en fait, tout simplement. C'est Rudi Völler qui me voulait absolument parce qu'il a aimé mon profil, il m'a aimé, voilà, en plus, la proximité avec la Roma. Et il n'y a même pas eu de changement d'entraîneur, c'est juste que Rudi Völler a fait venir un joueur que l'entraîneur ne voulait pas. Il a fait milieu de terrain en plus, mais en fait... Ah ouais, et ça, tu l'as senti tout de suite ? Non, pas du tout. Enfin, moi, en arrivant, le coach, ça va, bien. Et il dit, comme tu viens d'arriver, tu vas un peu analyser, voir comment c'est le championnat. Je suis OK, pas de souci. En fait, ce qui s'est passé, réellement, c'est que la même année où j'arrive, le même mercato, il y a aussi un certain Arturo Vidal qui signe à Leverkusen. Mais Arturo Vidal, quand il arrive en Europe, du Chili, il n'est pas numéro 6, il n'est pas milieu de terrain, il est piston, il est latéral. Donc Arturo, il vient, en plus ils prennent un bon billet, 5-6 millions, je ne sais plus. Ah oui, c'était un espoir. C'était un bel espoir, c'était un bel espoir au Chili. C'est un très bon joueur, de toute façon, je pense qu'on le connaît tous. Et donc il arrive, 20 ans à l'époque, tout jeune. Et je me rappellerai toute ma vie, les premiers matchs, il joue latéral justement, il n'est pas bon du tout. Moi je suis sur le banc, donc je regarde un peu, il n'est pas bon du tout. Et on arrive au 3e ou 4e match, fin du mois d'août. Et moi je me dis, c'est bon, je vais jouer là. En plus on jouait contre Karlsruhe, c'était un club promu. Je me dis, c'est parfait, là je vais jouer, enfin, je suis prêt, préparation. Le coach, il dit, là, je vais essayer Arturo au milieu de terrain avec Rolf Hess, le capitaine de l'époque, qui est aujourd'hui directeur sportif du club. J'essaye Rolf Hess avec Vidal au milieu de terrain. T'as pas compris, ouais. Là, Vidal, il te fait du Vidal, en fait. Vidal, il a fait le Vidal de la Juve. Il a pu lâcher. Il a pu lâcher. Ils ont mis 4-0 à Karlsruhe et c'est parti. Ah ouais. Et Vidal est trop fort. Et donc le problème c'est que trop fort au milieu de terrain. Voilà, trop fort au milieu. Donc même moi je fais ah ouais, ok là c'est ok. Ça fait un mec en plus déjà. Ouais. Donc mais le souci c'est pas ça. En fait le vrai souci c'est que il te laisse le aucune coach chance. Il m'utilise pas. Même pas une minute. Que tu gagnes 4-0, que tu perdes 4-0, match de coupe de l'UEFA. On était même encore en coupe de l'UEFA. On jouait contre des petits clubs portugais, tout ça. Il me mettait pas.
Même pas une minute. Moi, je fais coach. Moi, je demande pas à être titulaire, je demande à jouer. Non, mais tu sais, la concurrence, la paire, quand ça marche bien, faut pas toucher. Non. Des excuses. Moi, après, c'est là que pour moi, c'était un peu plus compliqué. Qu'à mon âge, 21 ans, j'étais là. En plus, j'étais encore seul à l'époque. C'est là que ma femme commençait à venir me rendre visite en Allemagne, tout ça. Pas facile. Là, j'ai vraiment en plus, en passé Allemagne, 6 mois. Non, c'était pas la Rome. Là, c'est. Là, c'est une langue différente. Après, l'Allemagne, c'était bien aussi. Franchement, j'ai apprécié mon séjour en Allemagne. Hein, franchement. Après, c'est vrai que il y a la barrière de la langue, c'était compliqué. Je prenais des cours régulièrement, mais ouais, c'est vrai que c'est différent. Une culture différente de l'Italie, de la Roma, tout ça. Mais malgré tout, j'ai quand même passé du bon temps là-bas parce que voilà, c'était assez sympa de découvrir autre chose. Moi, voilà, après aussi, je suis un caractère assez facile, on va dire. Je suis vraiment quelqu'un qui positive beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours essayé de chercher du bon, même dans le mauvais en fait. Et t'es un bon gars aussi de vestiaire. C'est ça aussi, vestiaire. Mais peut-être même un trop bon gars. Maintenant, avec le recul, c'est ce que je me dis aussi. Peut-être qu'il y a des moments où j'étais trop bon en fait. Et comme on dit, trop bon, trop truc. Donc, ouais. Mais pourquoi? Ça peut être quoi? Ça peut être un moment de dire au coach, le prendre en face à face et dire un moment, on arrête ça tout de suite. Par exemple, des trucs concrets, par exemple, taper du poing sur la table, faire le mec fâché dans le vestiaire, envoyer un gros tacle à l'entraînement. Par exemple, hein, pour montrer que tu es là, quoi, en fait. Pour montrer que c'est bon. Ça fait 5 matchs que je ne fais pas jouer. Moi, je ne suis pas venu pour m'amuser, en fait. Mais moi, tu sais, le mec collectif, on reste sérieux, on reste poli, on travaille à fond. Clairefontaine. Ouais, c'est ça un peu les bonnes valeurs, voilà, un peu Clairefontaine, ouais, si on peut le dire ainsi. Et du coup, peut-être que ça m'a joué des tours, peut-être que le coach disait, bon, lui, ça va, il se contente de ça, on laisse comme ça. C'est pour ça, maintenant, avec le recul, c'est ce qu'on se dit, mais quand on est jeune, tu sais, moi, je suis arrivé même à un moment où je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal pour pas jouer? Qu'est-ce que je dois faire de plus, en fait? Et une fois, je suis parti voir le coach, mais qu'est-ce que je dois faire de plus pour jouer? Il me dit, non, mais t'inquiète pas, continue à travailler, ça va venir. Donc, c'est jamais venu à Leverkusen? C'est venu le jour où je leur ai dit, je quitte. En décembre, avec mon agent, on a discuté, il m'a dit, et par contre, je lui ai dit, par contre, là, c'est bon, je vais revenir en France. Ça y est, là, on est en décembre. Ça fait déjà 1 an et demi que je joue pas beaucoup. Ça fait que je joue pas beaucoup. Et puis même pour mon image, tout ça en France, je veux revenir en France parce que je vois l'espoir que les toi, c'est ça. C'est que tes potes, ils continuent à jouer. Voilà, tu jouais moins en équipe de France? J'étais plus appelé. T'étais plus appelé. À l'époque, j'étais en équipe de France Espoir. Et après, j'étais plus appelé. Donc, je voyais d'autres joueurs passer devant moi. Je voyais encore mes potes s'éclater. Moi, je ne m'éclatais pas, en fait. Et du coup, je dis à mon agent, je veux repartir en France. Et quand je leur dis en décembre, je veux quitter Leverkusen, je veux quitter, c'est bon, je pars. Non, mais t'inquiète pas, tu vas jouer à partir de janvier. Je dis, non, j'ai fait 0 minutes. Encore, tu me dis, j'ai fait 3 matchs. Mais c'est vrai ça? Ah, donc, t'as 0. 0 minutes. Je partais même, moi-même, je demandais à jouer avec la réserve à l'époque. Je jouais avec la réserve, j'arrivais, je marquais mes buts, je faisais mes matchs. Et du coup, ils me font jouer les deux derniers matchs avant la trêve. Un match de Coupe d'Europe et un match de Bundesliga. Ah, t'as vu Ricky, on t'a fait jouer et tout ça. Mais c'est trop tard. Non, c'est bon. Et en plus, entre-temps, je parlais un peu déjà avec Nantes. Et donc, c'est là que je reviens en France. Que je m'engage avec, dès janvier, ouais. Janvier 2008, c'est là que je m'engage avec Nantes. Donc, Nantes reprend mon prêt de la Roma. Et la Rome, à ce moment-là, ça leur va que tu partes à Nantes plutôt que Rome voulait que je revienne en Italie, justement. Ouais, ils préfèrent prêter dans des clubs italiens. Exactement. Maintenant, oui, c'était plus, non, cette fois-ci, non, tu reviens ici, tout ça. Et c'est là qu'ils ont été cool avec moi parce que moi, je parlais avec le dirigeant qui était à l'époque, il s'appelait Pradé. Maintenant, je crois que c'est le directeur de la Fiorentina maintenant, ou de l'Udinese, je ne sais plus. En tout cas, c'était un grand dirigeant. Et je lui ai dit non, s'il vous plaît, j'ai envie de partir en France parce que voilà, j'ai envie de revenir chez moi, j'ai envie de me montrer, même pour la sélection nationale. Et ils ont accepté. Il m'a dit, mais non, tu es en Ligue 2. Je dis, non, mais t'inquiète pas, on va remonter, tout ça. Et donc, je suis parti à Nantes, 18 mois. Mais ça aussi, un choix, tu es reparti en Ligue 2, quoi. Ouais, je suis parti en Ligue 2, mais je savais que j'allais jouer. Et puis Nantes, ils voulaient vraiment. Et puis c'est déjà une bonne équipe. Et je savais que la montée était pas acquise, parce que c'est jamais acquis en janvier. Mais que l'équipe était bien partie pour monter. Donc là, j'ai mis ma pierre à l'édifice. On a réussi à monter. Et vous êtes monté, ok. Sans trop de soucis. Et tu es resté 1 an en plus après? Ouais, parce que j'avais un contrat de 18 mois. J'avais 18 mois, donc je suis resté. Malheureusement, on fait l'ascenseur, on monte en Ligue 1 et on redescend en Ligue 2 après, la saison d'après. Tu vois, justement, quand on parle de plus grands regrets,
moi je dirais c'est peut-être l'époque nantaise. Quoi, d'essayer de sauver cette deuxième année, de se maintenir cette année de Ouais, c'est ça Ligue 1. qu'en fait non, surtout sur le plan individuel, parce que à cette époque-là, je me rappelle, j'avais 22 ans, j'étais vraiment attendu, parce que j'étais déjà un cadre de l'équipe en fait de Nantes, et j'ai pas fait la saison qu'il fallait au niveau individuel, en Ligue 1, ouais. Cette saison-là, je pense que pour moi, elle a été charnière. Je pense que si j'avais fait la saison qu'il faut, une bonne saison, je pense que ma carrière aurait pris une tournure différente. J'aurais pu postuler. Parce que c'était ta première année complète en Ligue 1. C'est ma première année complète en tant que titulaire, en en tant fait. que titulaire dans ta à vie. 22 ans, tout ça, bah, même si j'ai fait que 6 mois en Ligue 2, clairement, j'avais un niveau supérieur à la Ligue 2 parce que j'avais fait 15 matchs, j'avais mis 3-4 buts, j'étais vraiment bon. Mais en arrivant en Ligue 1, bon, après, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, même par rapport à l'atmosphère au club à l'époque, tout ça. Kita, tout ça, c'était vraiment... Enfin, quand je dis Kita, je dis pas était mauvais, mais c'était ses débuts, il y a eu des soucis avec pas mal de joueurs, tout ça, donc, avec des coachs aussi. Donc, c'était un peu assez... il y a eu beaucoup de changements de coach? Non, c'est pas là? Si, il y a eu beaucoup de changements de coach à l'époque. On a eu 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait un épisode avec Mathias Coureur, je crois qu'il était, lui, c'était un des jeunes qui était là, mais qui jouait pas. On arrive en même temps, exactement, on arrive en même temps en janvier. Ouais. Et donc, du coup, lui, par contre, il était plus jeune que moi à l'époque. Ouais. Ah, lui, il a pas eu il a pas du tout joué. Enfin, il a pas beaucoup joué. On était beaucoup. On était un effectif de 34 joueurs. Donc, c'était un peu le bordel. Et c'était vraiment compliqué pour tout le monde, en fait. Que ce soit pour le coach. À l'époque, c'était Elie Bob qui était resté la plupart de la saison. Donc, aussi bien pour ceux qui jouaient pas, il y avait une atmosphère. Ouais, quand il y a rien qui va. Ouais. Quand ça perdait, tu voyais d'autres qui rigolaient, d'autres qui pleuraient. Quand ça jouait pas, donc c'était vraiment délétère. C'était vraiment pas bon. Et du coup, moi, j'étais au milieu de tout ça. Et j'avais du mal, parce que moi, en fait, j'étais encore jeune, donc il y avait beaucoup d'anciens à l'époque. Il y avait des Darocha, il y avait au goal, il y avait Hurtebise, je ne sais pas si tu te rappelles, Denis Hurtebise, il y avait Bagayoko en attaque. Ouais. Enfin, il y avait des tauliers quand même. Et je me rappelle, Elie Bob me disait, il faut que tu prennes le vestiaire en main. Et c'est toi qui viens de la Roma, c'est toi qui dois leur montrer. Comme ça, mais moi, en gros, moi, je disais, mais moi, je suis un petit, moi. Enfin, tu sais, Bagayoko, j'étais un petit. Et du coup, j'avais du mal à m'affirmer. Et je pense que c'est peut-être ça mon problème. Encore une fois, j'étais trop gentil, trop des bonnes valeurs. Le mec collectif, j'ai pas su faire le switch en fait. Je me suis pas dit, bon, maintenant, je suis un cadre de l'équipe, je vais me mettre en mode leader. En fait, j'aurais dû. Mais c'est difficile, c'est pas après, ça se fait naturellement. C'est pas naturel, c'est pas comme ça. Et voilà, c'est un peu mon regret de ma carrière, c'est l'époque nantaise. Parce que voilà, encore une fois, si j'avais fait une bonne carrière, je pense que j'aurais fait une carrière PSG, tout ça. Qatar. Direct. Non, je rigole. Et le PSG, tu étais dans le coin de ta tête tout le temps? Toi, tu es de la région parisienne? Non, moi, je suis un fan du PSG. Ok, depuis toujours. Après, non, j'ai jamais pensé un jour à jouer au PSG, mais depuis tout petit, j'ai vraiment été fan du PSG. Ok. Ouais. On n'est pas d'accord là-dessus, mais... Bon. C'est autre chose, ça. C'est un autre débat, ça va prendre du temps. Donc ça va. Et donc là, tu as la possibilité de revenir à la Roma. Il te reste 2 ans de contrat, 2 ans de contrat à la Roma. Encore 2 ans, ouais. D'accord. C'est un beau contrat que tu avais signé. Moi, j'avais signé 5 ans. Un bon contrat, oui, non. C'était un long contrat. Long contrat, mais c'est déjà... Oui, c'était une bonne sécurité pour moi. C'est pour ça que ça me laissait le temps de partir, de revenir, de voir les choses. En fait, après, je vais repartir à la Roma. Je devais repartir en prêt. Mais en fait, comme je sais pas, il manquait des joueurs à la préparation, je sais plus pourquoi. Spalletti à l'époque me dit écoute, reste, fais la prépa et puis on voit. Et je fais une prépa de fou en fait. Parce qu'en fait, moi je fais une prépa en mode de toute façon, je vais partir, vas-y, je fais ma prépa, j'arrache tout. Enfin, je joue sans pression quoi. J'arrache tout. Et j'avais fait une belle prépa. Et du coup, il me dit non, je veux que tu restes. Tu seras dans l'effectif. Bon, tu seras pas titulaire, mais tu es dans l'effectif, comme à l'époque en fait. Après, j'ai un peu réfléchi, tout ça. Et en parallèle aussi, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément beaucoup de contacts. Parce que pareil, je voulais rester en France, je ne voulais pas partir à l'étranger pour autant. Je n'ai pas beaucoup de contacts vraiment concrets au niveau de la France, au niveau de la Ligue 1 surtout. Donc je me suis dit, vas-y, on tente la chose. Entre-temps, Ranieri arrive dans le club. Et pareil, Ranieri me dit, non, tu es avec nous, il n'y a pas de souci, il fait la saison. Par contre, pareil, j'ai pas beaucoup de temps de jeu parce que en fait, on jouait le titre jusqu'à la dernière journée, la dernière seconde, parce qu'on était à 2 points de temps avec l'Inter. Et pareil, c'était les mêmes au milieu. C'était les mêmes joueurs et c'est les mêmes joueurs que quand j'ai quitté. C'était De Rossi, Pizarro. Il y avait aussi Matteo Breghi qui était très bon. Il y avait des bons joueurs. Après, j'ai fait quelques matchs intéressants, tout ça. J'ai fait des belles choses aussi, mais j'ai très peu joué, encore une fois. Et à 23 ans, pareil, il faut jouer.
Et donc, ouais, c'est une bonne saison aussi, hein, parce qu'on effleure le Scudetto. Bah ouais, c'était une belle ambiance, tout, mais après, oui, individuellement, j'y trouve pas mon compte. Mais c'est ça, toi, on voit dans ces premières années, il te manque du temps de jeu. T'as l'année à Nantes, mais... Ah ouais, de toute façon, moi, quand tu vois ma carrière, même en substance, j'ai une très longue carrière. J'ai fait plus de 18 ans, mais j'ai même pas 400 matchs. Ouais, c'est pas, en principe, ça fait une moyenne de 20 matchs par saison. Parce qu'après, j'ai eu des blessures. Mais pareil, il y a des histoires avec la Turquie, je pense qu'on en parlera. J'étais écarté, j'étais réintégré. Des histoires avec la Turquie, c'est bizarre, parce qu'en général, il n'y a pas d'histoire avec la Turquie. Ouais, la Turquie, c'est vraiment je pense qu'il faudra en faire un podcast à part pour la Turquie. Mais c'est un pays, c'est un pays que j'adore, que je kiffe, mais c'est fou là-bas. C'est un folklore incroyable. Il y a 1000 histoires à chaque fois. Il y a des gens, trop d'histoires. Moi, j'ai trop d'histoires sur ça. En plus, moi, j'ai mes 2 filles qui sont nées là-bas, donc j'ai trop d'histoires sur la Turquie. Moi, c'est un pays que je kiffe. Mon frère habite en Turquie, mais trop d'histoires. On verra. Non, donc voilà, après, je quitte la Roma et c'est là que je pars en Grèce. C'est là que je commence vraiment mon tour d'Europe un peu. Ça s'est bien déroulé parce qu'on a connu l'Europa League, on a connu des belles choses. J'étais très performant là-bas. Après, c'est pas un championnat non plus de très haut niveau, donc j'étais performant, j'étais souvent dans l'équipe type de la saison, tout ça. Enfin, les 2 fois où j'étais là-bas. Et c'est quoi la ville? C'est Salonique? Salonique. Salonique. Laris, Salonique. Ok. Et sympa, c'est une ville, c'est près d'Athènes? Non, c'est à l'opposé. Athènes, c'est vraiment au sud. Le mec, il connaît plus. Salonique, c'est vraiment au nord-est. Ouais. Et en fait, c'est comme un peu Paris-Marseille. Ah, okay. Et là-bas, c'est un peu le Marseille de la Grèce. C'est la seconde ville de Turquie. C'est la seconde ville de Grèce. C'est vraiment une très belle ville. 2 gros clubs dans la ville avec le PAOK. Ah, c'est le PAOK, c'est là-bas. Ouais, PAOK et nous, c'est Laris. Donc c'était vraiment des beaux derbys, c'était chaud. Et tu aimais bien la vie? Et après, la vie là-bas, c'est très bien. Plaisant, J'ai fait une première saison vraiment intéressante parce qu'on fait l'Europa League. On arrive à battre à l'époque les tenants du titre qui étaient Madrid, l'Atlético Madrid. Ouais. Donc non, c'est une bonne saison. On joue contre City, on va plutôt loin dans la compétition. Et pardon, est-ce qu'à partir de là, quand même, le choix de ville est important pour toi? Pour ta femme, tu avais déjà un enfant à ce moment-là? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore, justement. Est-ce que là, quand même, ces choix, c'est des décisions familiales? Ou là, c'est quand même très guidé par la carrière? Alors, quand on remet dans le contexte, à l'instant justement de la Grèce, non, là, c'est un choix vraiment sportif. Ouais. Quand je quitte, justement, quand je suis à la Roma, je veux quitter la Roma, je voulais seulement jouer, en fait. Je voulais ça, je voulais jouer, je voulais kiffer le football en fait, parce que à la Roma j'étais dans une sorte de confort, j'avais envie de jouer. Et là, à l'époque, il y avait Hector Cooper comme coach, le coach argentin, et donc pareil qu'il me connaissait d'Italie, donc il a vu que je pouvais quitter libre le club, il a négocié avec le club personnellement pour que je puisse partir libre. Donc, l'entraîneur de Aris Salonique, c'était Hector Cooper. C'est ça, Hector Cooper. Ouais. Donc c'est lui qui m'a contacté, c'est lui qui m'a recruté. Et puis voilà, j'ai fait le choix de partir. Là, c'est vraiment un choix sportif. Sportif, ouais. Mais pas mal la ville quand même, mais c'était pas. Oui. Non, c'est pas. Tu serais parti n'importe où là. Pour ta carrière. Là, même s'il y avait un club portugais qui m'appelait, si le projet était sympa, si le salaire était plutôt correct, j'y allais. Parce que là, il y avait vraiment l'Europa League. Il y avait une équipe intéressante à l'époque. Ils avaient fini, je sais pas, 2 ou 3e. Enfin, c'était un bon petit club. Donc, tout était un peu réuni pour moi pour partir jouer. Donc, je suis parti. Mais t'avais un peu peur, t'avais pas peur de t'éloigner des championnats? Visible non, pas forcément, parce que déjà, encore une fois, à ce moment-là, pareil, la France, on scrute, on voit, mais il n'y a pas d'offre formelle, enfin, il n'y a pas vraiment de contact formel, il n'y a pas d'intérêt. Donc je me dis, il faut prendre des décisions dans ces mercatos, tu n'as pas beaucoup de temps. Exactement, et d'ailleurs, à l'arrivée, je signe le 31 août. Ah ouais, tu vois. Je suis encore sur contrat avec la Roma. Il te restait 1 an de contrat. 5 ans de contrat, mais je me suis dit, il faut que je quitte, de toute façon, qu'elle arrive. Et j'étais avec eux en contact depuis pas mal de temps, mais je signe que le 31 août. Ouais, mais ça aussi, on ne se rend pas compte, cette pression qu'il y a. Parce que temps, si tu ne signes pas là, là encore, toi, tu avais 1 an de contrat, mais il y a beaucoup de joueurs. Si tu ne signes pas dans ce jour-là, après, tu peux rien faire de ton année. Il y a soit ça, ou soit des fois, tu as des clubs qui te poussent vers la sortie. Tu as des clubs, des fois, tu es tranquillement en train de t'entraîner, tu es là et ils disent, écoute. Trouve-toi une solution. Il faut que tu quittes, il faut que tu partes. Parce que le coach, il veut pas. Le coach, il va faire venir un tel. T'es pas dans le projet. Ça, c'est dur aussi pour un joueur. Pas facile à gérer. Et là, dans ces histoires de mercato, moi, j'ai fait un épisode avec Franck Djadjedje. Oui. Et lui, il m'explique, mais lui, c'est un autre concours de circonstances, mais il joue en Ukraine.
à l'époque, en 2014, et il se passe la guerre en Ukraine. Ah, il était à Odessa. Odessa, ouais. Ouais, je me rappelle. Et au milieu de saison, il n'a plus de club. Et après, pour finir son année, si je ne me trompe pas, je crois qu'il part en Norvège pour finir l'année, pour jouer. Ouais. Mais une fois qu'il avait sur son CV Ukraine, Norvège, les gens, ils n'ont plus compris son parcours et il dit que ça l'a complètement bloqué. Et donc, pour un fait extérieur, sa carrière, elle était complètement chamboulée, quoi. C'est ça. Parce que sur une saison, si tu as fait le Norvège, CV, tu vois Ukraine-Norvège, le mec, il a plus le niveau. Ouais. Alors le mec, il est super fort. Il a dû dans un championnat compétitif. Il est parti pour jouer parce que il a dû continuer à jouer. Mais ouais, c'est fou aussi ça. C'est des décisions que tu prends et après comment les gens te voient. Et aussi quand tu es... Après, c'est pas mal de parler, mais le baroudeur aussi. Souvent, on peut voir, lui, il est parti partout, il va pas réussir à rester avec nous. Il y a ça aussi. L'étiquette du baroudeur, des fois. Ouais, ça a aussi du bon. Parce que moi, parce qu'on en reparlera, le fait que quand je suis parti en Belgique, les Belges, ils ont dit, lui, ça va, il s'adapte vite, donc il peut venir chez nous. Ça va, il va être bien. Ouais. Il a pas peur. C'est ça, en fait. Et donc, pour revenir à la Grèce, ça se passe plutôt bien. Un an, super. La seconde année, plein de crise financière. Pas payé, compliqué, donc c'est là que je quitte. Et là commencent les choix familiaux. Ouais. Parce que donc mon fils est déjà petit, 1 an, 2 ans, ma femme enceinte. Donc on se dit, on repart en France. Et là, Ajaccio se manifeste. Donc on y va direct. Ligue 1. Voilà, donc ça va, je rebondis plutôt bien. Ça va, je reviens en fait en France, en Ligue 1, c'est ce que je voulais aussi. Et puis Ajaccio me tend cette main. Je ne te cache pas qu'au début, j'avais un peu pas mal d'a priori par rapport à la zone. Ouais. et je le dis régulièrement, ça va peut-être te surprendre, mais moi je le dis souvent, je pense que c'est mes 2 meilleures années de ma carrière. Ouais. Dans tous les sens du terme, dans le sens vie, qualité de vie, rapport avec les gens, rapport humain, l'accueil. Le football même en général. Dommage, là-bas je me suis pété le tendon d'Achille, donc j'étais écarté pendant 6 mois, mais même là-bas, même au niveau de foot, j'étais bien, c'était top, franchement j'ai vraiment aimé parce qu'en fait j'avais une image un peu négative, je me suis dit oh là là ça va être chaud, les blagues et tout ça, bon, en fait rien du tout en fait. Rien. Ouais, c'est pour ça que tu vois quand on dit le voyage ça forme, il faut y aller, il faut sur place, il faut faire sa propre idée. Exactement. Et en fait, je suis arrivé en Corse et là, j'ai vu les plus braves, en fait. Des hommes super gentils, même vraiment la population super cool. Après, faut pas faire le fou non plus là-bas. Faut gagner quelques matchs et il faut pas faire le fou là-bas. Sinon, mais tout va bien. Même mon frère, il a joué à Bastia, pour te dire. Donc, on a un rapport avec la Corse qui est particulier. Donc, non, franchement, beaucoup apprécié mon passage à Ajaccio. C'est cool. Une de mes finales là-bas aussi. Et donc là aussi, tu dis, là maintenant, tu partais pas tout seul, tu partais à 4. Voilà, là on est devenu 4. Donc c'était important. Là, c'est là que les choix familiaux. Je sais pas, des trucs on se pense pas du joueur, mais bon, il y a un moment. Le déménagement, l'école, les maisons, le timing. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, c'est ça. Après, ça bouge encore. Et est-ce que là, à ce moment-là, quand tu es en Corse, tu te dis ce côté grand club, équipe de France, ou tu l'as mis un peu de côté, ou tu te dis non, là je suis en Corse, ça va, tout va bien. Alors, équipe de France, oui, parce que j'avais déjà opté pour la sélection sénégalaise. Voilà. Donc, et je précise que j'opte pour la sélection sénégalaise, c'est pas parce que je me dis la France est mort. C'est un choix que j'ai fait, que j'y pensais même quand j'étais à Rome déjà. Mon frère était déjà avec la sélection sénégalaise. Donc on avait vraiment envie de représenter notre pays d'origine. C'est comment c'est tes parents les deux? Non. Ma mère est capverdienne et mon père est sénégalais. Okay. En fait, c'est encore plus compliqué parce que mon père est sénégalo-vietnamien. Parce que mon grand-père était tirailleur sénégalais. Il a fait la guerre d'Indochine et il s'est trouvé une femme là-bas. Ah ouais. Donc mon père il est métis en fait, sénégalais-capverdien. Sénégalais-vietnamien, pardon. Mais elle est ta grand-mère vietnamienne, elle est venue vivre au Sénégal? Ouais, elle est venue au Sénégal. Et là, il est né. Après, ils sont venus en France. Après, ils sont venus en France. Mon père est né au Sénégal. Et j'ai un oncle qui est né... c'est marrant parce que moi, j'ai un oncle qui est né à Saigon, qui est né au Vietnam. Ouais, c'est le grand-père. Voilà, mon père qui est né à Dakar, tout ça. Et puis quelques tantes qui sont nées aussi en France. Donc, c'est vraiment une très culture. Et elle était très
Très vietnamienne. Ouais. Ah oui, mais vraie vietnamienne. c'est Vraiment, bon parler à peine de français. Et tu sais, quand j'étais plus jeune, je comprenais vietnamien. Ouais. Elle me parlait en vietnamien, je comprenais tout ça. Je parlais un peu en vietnamien. Enfin, maintenant, j'ai tout oublié, mais on avait des bases de vietnamien à l'époque. T'y allais déjà? Non, jamais. Ça, c'est pareil. Je suis fou, moi. Je sais pas pourquoi je suis pas parti là-bas. Et je devrais y aller d'ailleurs, même. Même ma tante, enfin la sœur de mon père qui va souvent, me dit allez, on y va. Mais nous, je sais pas, les cousins, je sais pas pourquoi on est refroidi. Et il y a de la famille, non? Si, on a de la famille. Que vous connaissez que. On a de la famille. Enfin, on a des grandes tantes, tout ça. On a des cousins là-bas. Vous êtes en contact. Genre, tu sais qu'ils sont on là. a des quoi. contacts parce Ouais, que c'est marrant, comme ils nous ont vus à la télé, forcément, ça fait rapprochement. Mais je sais pas pourquoi. Après, j'ai pas eu forcément le temps d'aller. Déjà, je vais rarement au Sénégal. Donc, aller au Vietnam, c'est plus compliqué. Et avant de choisir la sélection sénégalaise, t'étais déjà allé au Sénégal? Oui, bien sûr, sûr, petit, vous y y allez allez? petit régulièrement avec mes parents, tout ça. Donc, voilà. Donc, on a vraiment eu une attache avec le Sénégal. Et comme tout binational, on a toujours. On a un peu tiraillé entre les deux. Ouais. Entre le pays d'adoption, le pays d'origine et le pays de naissance, tout ça. Donc, on avait envie de connaître ce pays-là et puis c'est à travers le foot qu'on voulait le faire. Ouais, voilà, c'est une bonne manière. Mais moi, sincèrement, j'ai pas dit bon, la France c'est mort avec le Sénégal. C'est pas un choix par défaut. C'est vraiment un choix de cœur et après même je suis fier d'avoir joué pour le Sénégal. Hein. Bah ouais. Très fier. Ça c'est comme un sujet intéressant, ce jeu des binationaux et j'en parlais. C'est celui qui en parle très bien, c'est Jimmy Adjoviboko, qui est franco-béninois. Oui. Et lui, il explique, il dit, mais moi, j'ai toujours été très fier d'être et l'un et l'autre. On me demande souvent, t'es l'un ou l'autre? Non, moi, je suis l'un et l'autre, tu vois. Bah, d'ailleurs, tu sais, Aznavour, il disait, je suis 100% arménien et je suis 100% français. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas à choisir ou être 50-50, t'es les deux pleinement. C'est la chance qu'on a, nous, les binationaux, c'est qu'on peut profiter d'avoir les deux. Moi, je suis fier de dire que je suis français. Ouais. Moi, on me dit, tu sais, des fois, je vais en Italie, et t'es quoi? Esprit, je leur dis, je suis français. Non, mais tu sais, non, je suis français. Ouais, non, mais tu sais, mais t'es d'où à la base? Après, j'explique, non, mais je suis sénégalais, tout ça. Mais je suis aussi un français. Il faut aussi mettre dans la tête des gens que le français, c'est pas seulement le blanc, en tout cas, parce que de par l'histoire, la culture, de par la colonisation, c'est ce que nous sommes maintenant. Bien sûr. Donc, moi, je suis fier d'être français, mais je suis fier d'être sénégalais. Hein. Et vietnamien. Et vietnamien et aussi capverdien. Donc, j'ai la chance d'avoir vraiment plusieurs cultures. Mais chez toi, petit, c'était très sénégalais ou très mélange? C'était un bordel. Alors, franchement, c'était un mélange. C'était pas forcément un bordel parce que quand j'allais chez ma grand-mère, c'est très vietnamien. Ouais. On allumait les bougies, Bouddha, tout ça. Mon père était pas forcément... Que moi, je suis de confession musulmane. Mon père n'est pas forcément pratiquant, même aujourd'hui. Et après, à la maison, c'était plus... c'était neutre, on va dire. Parce qu'il n'y avait pas l'entente cordiale. Voilà, il n'y avait pas le côté capverdien ni sénégalais. Donc, franchement, c'était très français chez moi, dans la culture française normale. Après, c'est surtout qu'on allait chez les tantes différentes ou les oncles. Par exemple, chez ma mère, du côté de ma mère, c'est très capverdien. Même la bouffe, tout ça, très chrétien, tout ça. Et chez mon père, c'était sénégalais et un peu vietnamien. Donc, moi, j'ai grandi autour de tout ça. Donc, c'est pour ça, moi, la tolérance, je connais. C'est pour ça, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai connu tous ces pays, que j'ai aussi, sans prétention, une bonne image partout où je suis passé, parce que voilà, j'ai appris à connaître l'autre, je m'adapte, la tolérance, tout ça, c'est top. Ça. En fait, on voit que ta carrière, c'est pas un hasard, en fait, peut-être. T'aurais pas pu rester toute ta vie à Strasbourg. C'est pas un hasard que l'international t'a appelé. En Alors fait, moi, j'aurais aimé faire toute ma carrière à Rome. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors je me suis dit, perdu pour perdu, on va découvrir. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, par exemple, quand je vois des matchs en Argentine, comme il a fait des Rossi, en fait. Tu vois, j'aurais kiffé jouer à Boca. Non, moi, je suis plus River que Boca, mais j'aurais kiffé jouer à River, par exemple. Et même quand je vois des trucs, même dans les pays du Golfe, même en Afrique, je parlais avec un ami à moi, là, je te promets, là, avant de dire que j'arrête de jouer, je parlais avec un pote à moi, je disais, un Marocain, je disais, mais vas-y, essaie de voir s'il y a moyen, je vais jouer à Casablanca, tout ça, je vais jouer à Tanger, parce que j'ai vu, ça a l'air d'être bien là-bas, d'être un joueur de foot au Maroc, l'atmosphère, et tu vois, et moi, ça me tente, tu vois. Bah ouais. Ça me tente, en fait. Même la MLS, moi, j'ai un bon ami à moi, Quentin Westberg, qui est en MLS, il me raconte, je suis comme un fou. J'aurais kiffé y aller. Hein. Pourtant, j'ai eu des touches, mais finalement, je suis pas allé. Mais en fait, voilà. Après, bon, j'ai déjà joué dans pas mal de clubs, mais je peux pas tout faire. Mais moi, j'aurais aimé connaître tout ça. Mon frère a joué en Australie, donc
On a aussi cette bougeotte-là. Et c'est ça. Et est-ce qu'à un moment là, après, parce que quand il y a été une grosse partie en Turquie, c'était aussi pour aller, t'avais envie de découvrir la Turquie, ou c'est aussi un mélange entre une envie de découverte et un choix de carrière, ou tout un peu? C'était un peu les deux, parce que je suis en Turquie quand je suis en Belgique. En fait, je suis en Belgique, pareil, je suis plutôt bien là-bas, je fais une saison, mais en fait, il y a un gros changement de propriétaire, et en fait, ils veulent changer toute l'équipe, et en plus, j'ai une offre de Bursaspor. Moi, je n'avais pas prévu forcément de partir en Turquie, et là, je te cache pas, l'offre a été très bonne, même au niveau financièrement. À l'époque, j'ai 29 ans, un bon contrat, 3 ans, je me dis, bon, bah, pourquoi pas. En plus, la Turquie, c'est un pays que je voulais découvrir. Mon frère avait déjà joué aussi à l'époque en Turquie, à Sivasspor. Donc lui aussi me pousse, ouais, vas-y, tu vas kiffer, tu vas voir, tu vas kiffer. Et pareil, là, j'y vais un peu, pas à reculons, mais j'y vais avec un peu de crainte, avec tout ce qui se dit. Mais pareil, j'arrive là-bas, je kiffe aussi. C'est un bon pays. En plus, c'est un pays de culture musulmane. Donc moi qui suis musulman, je suis plutôt à l'aise. Et ça se passe bien parce que bon, le salaire est bon aussi, la culture elle est bonne. Enfin, même l'atmosphère dans les stades, franchement, les matchs, c'est magnifique. Ouais, ça, franchement, c'est bien. Et non, après. C'était quelle ville, ça? Mon premier club, c'était à Bursaspor. C'est une ville? Ouais, Bursa. Je connais pas bien. Bursa. Ouais, Bursa, c'est à 1 heure d'Istanbul, c'est à côté d'Istanbul. C'est une grande ville, une des plus grandes villes de Turquie. C'est un des rares clubs hors Istanbul qui a été champion de Turquie, avec Trabzon. Donc, c'est un grand club là-bas. Historiquement, c'est un gros club. Et donc, ouais, je fais 3 ans là-bas. La ville, sympa. Ouais, la ville, top, la ville. Magnifique, belle, naturelle. En plus, bon, tu traverses le pont, tu es à Istanbul, plus ou moins. Un grand pont là-bas. Ouais. Donc, non, je me suis trouvé vraiment à l'aise là-bas. Et t'es resté longtemps, finalement, en Turquie, hein? J'ai fait 5 ans, ouais. J'ai fait 3 ans. Donc, après, ma famille, justement, là, il s'avère que ma famille s'y sentait bien. Ouais, c'est ça. C'est donc un choix aussi de rester. Le choix d'Ankara-Gücü, par exemple, c'est un choix qui est sportif, mais qui est surtout aussi familial. Tu voulais rester en Turquie? Je voulais rester en Turquie, je veux surtout aller dans une ville avec une école française. Je me dis, s'il y a un club avec une école française, on y va. Et pareil, je passe là-bas de bonnes années, mais tu connais, avec des hauts et des bas en fait. Ça se passe bien, tu es le king, tu perds 2-3 matchs, je commence à être le pestiféré. En plus, moi, comme j'étais un des anciens dans le championnat turc, c'est moi qui représentais les étrangers en fait, dans l'équipe. Ok. Comme il y a moitié de Turcs, moitié d'étrangers, si, moi j'étais un peu le capitaine des étrangers en fait. Et comme les problèmes de salaire, il y en a qui viennent d'Europe qui ne sont pas habitués, des soucis en dehors du terrain, les appartements, tout ça. C'est quoi? C'est des retards de paiement et des appartements? Oui, des retards de paiement ou des fois en fait, des choses bêtes, mais comme ça ne parle pas anglais, c'est compliqué. Tu ne peux pas fixer les choses tout seul. Donc par exemple, tu n'as pas de courant, tu n'as pas d'eau chaude. Tu appelles le club. T'appelles le club, mais sinon t'appelles Ricky, sinon. T'appelles Fatih, donc ouais, Fatih, va parler à lui parce que. Et quand il fallait aller au charbon, entre guillemets, pour plaider la cause des étrangers, c'est moi qui y allais. Et donc. Tu t'es un peu dispersé, mais bon. Dispersé, mais ça m'a surtout fait exclure en fait. Ah ouais, ok, ouais. Ça a mal fini. À Ankara, ouais, pendant 6 mois, j'ai été exclu. Exclu, ça veut dire quoi? En fait, j'étais dans l'équipe, titulaire, pas capitaine, mais comme un vice-capitaine, tout ça. Et en janvier, on arrive en janvier avec 4 mois de salaire, 4 mois de retard de salaire. Ouais. Donc les étrangers, ils commencent à me dire, s'il me paye pas, je pars. S'il me paye pas, je pars en janvier. Hein. Moi, je pars voir les dirigeants. Ouais, mais dis-leur si. Ah, mais ouais, ça. Ouais, mais c'est pas normal. Ouais, mais vous avez dit ça la semaine dernière. Ouais, mais ça. Ouais, on paye. Ouais, mais combien? Enfin, tu sais comment c'est. Donc ça argumente. Et moi, je suis en mode paratonnerre, mais c'est moi qui explose en premier, quoi. Donc du coup, il y a une sorte de purge. Il y a une sorte de purge et moi, je suis dans la purge, en fait. Donc pendant 6 mois, en fait, ils me mettent out from the squad. Je suis même pas dans le squad, en fait. Je suis encore payé au club, mais je suis pas dans l'équipe. Je passe d'un statut de titulaire discutable, vice-capitaine, parce que je fais sur les 20 matchs, sur 19 matchs, j'en fais 18. Je marque 3 buts, enfin, je suis très bon. Et de janvier, 0 match. Et quoi? Ils t'ont mis une pression et c'était aussi, il y avait une sale ambiance à ce moment-là quand on te met à côté. C'est pas forcément une sale ambiance, mais c'était Ricky, en gros, arrête de nous saouler parce que moi je fais ça pour l'équipe parce que lui il est pas payé, moi j'ai dit quoi. Enfin, même moi j'étais pas payé, mais moi j'étais plus habitué parce que je connaissais déjà un peu les rouages, tout ça. Ouais. Et le pire, c'est que quand on arrive en juin, donc fin de saison, j'étais encore sous contrat avec eux, donc ils m'appellent, que moi, forcément, donc comme ils me font ça, moi, je vais à la FIFA. Je leur dis, vous me payez plus, donc moi, je vais me plaindre. En juin, ils me reviennent vers moi. Non, pardon, Ricky, on fait la paix, on te paye ton salaire, on prolonge ton contrat. Ah ouais. Vas-y, reste. Ah là, vas-y, ok, je suis resté. Ah ouais. Et donc, j'ai réintégré l'équipe et j'ai rejoué. Cette fois-ci, j'ai fait une saison pleine. Incroyable. Donc, tu vois, c'est ça. C'est la Turquie, c'est
Mais toi, c'est faux roller que coaster. tu aies réussi à pas laisser ça de côté et dire allez, on continue et tu refais une année. Ça se voit Ouais, que ta famille était bien. après, voilà, on a. Ouais. Là, j'étais très réfléchi parce que, pareil, j'avais que à Ankara, j'étais quand même dans un confort de vie qui était bien. Ouais. Le salaire est resté aussi confortable. À l'époque, j'avais 31 ans ou 32 ans. Et puis, pareil, je voulais pas repartir encore avec ma famille ailleurs, repartir dans un autre club de turc, encore ailleurs. J'étais bien à Ankara, en fait. Et c'était vraiment dommage. En fait, je leur ai dit, vous avez perdu 6 mois de fatigue, entre guillemets. Et vous avez perdu de l'argent. C'est dommage que maintenant vous reveniez de la sorte. Et les supporters, ça va, ça les supporters étaient un peu de mon côté parce qu'ils savent plus ou moins ce qui s'était passé. Donc moi, j'avais pas de souci avec les supporters en particulier. C'était un peu avec les dirigeants. Et même les dirigeants, après, à la fin, ils sont excusés. On a discuté un peu et puis c'est rentré dans l'ordre. Parce qu'après, après, à cet âge-là, moi aussi, j'étais pas à fond dans le sportif en disant non, il fallait que je fasse mes 40 matchs, je suis fâché contre vous. Ouais, on voit que bien sûr ton état d'esprit par rapport à Leverkusen après à Ankara, c'est rien à voir. Ça a changé, exactement. Les 10 ans qui sont passés. Peut-être que là, la situation est 6 mois à Ankara, j'aurais pété un plomb. Bah ouais, tu m'as 20 ans. Il t'arrive ça. Là, à 20 ans, c'est mort. Et du coup, j'ai pris ça avec plus de philosophie, plus de diplomatie, on dira. Et voilà, après donc je fais ma saison et puis après c'est là que je termine un peu le truc à la Regina. Regina. Ouais. Aussi t'as belle expérience, mais très peu de matchs. Ouais. Parce que là aussi, là t'as eu un problème, mais c'est intéressant là, on va en parler vite fait. Ok. Parce que je trouve ça intéressant même pour d'autres personnes. Mm-hmm. C'est un problème encore extra sportif, non Oui et non. Oui et non. Le premier non, le premier c'est une blessure. Ma première c'est une blessure. Ouais. En fait, j'arrive à la Regina, je fais 3-4 premiers matchs. Après, j'ai une douleur à l'adducteur. Mais j'avais tellement envie de prouver de jouer qu'il y avait un match de coupe et je devais le jouer, donc je joue. Et là, je me pète l'adducteur. Ah ouais, t'as senti là. Là, j'ai fait une erreur de débutant. Parce que j'ai laissé en fait, ma passion, pas ma passion, mais mon envie dépasser la raison, en fait. Parce que je savais que j'avais une petite douleur à l'adducteur, mais j'ai forcé. Et sur une passe, ça a tout a lâché. Donc, je me suis fait opérer. Saison out, parce que saison out. En fait, l'année d'après, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, à la Regina, je signe 3 ans en fait. Quand j'arrive là-bas, je signe 3 ans. Et la seconde année, donc j'arrive et en fait, il y a pareil, une nouvelle direction, nouveau président, nouveau directeur général. Et il me dit, ouais Ricky, il faut que tu quittes le club parce que là, on part sur un nouveau truc, on va trouver un arrangement. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'en Italie, quand on arrive en tant qu'étranger, on signe un contrat, pas un contrat spécial, mais une clause spéciale. Ça s'appelle le Decreto Crescita. Ça veut dire que tu dois rester pendant 2 saisons au club et comme ça, tu payes moins d'impôts. Okay. Parce que tu es considéré comme un artiste. Il y a une case au niveau des impôts. Une statut au niveau des impôts qui fait que tu payes beaucoup moins d'impôts. Enfin, que le club paye beaucoup moins d'impôts. Au lieu de payer 50%, il paye, je sais pas moi, 30% ou 25%. C'est ce qui a fait que Ronaldo a pu signer à l'époque, enfin tous les grands joueurs, parce que comme ça, ils payent beaucoup moins d'impôts. Mais la condition, c'est de faire 24 mois pleins dans ton club. Enfin, sur le territoire italien, 24 mois pleins. Et donc, moi, après 12 mois, ils me disent Ricky, il faut que tu partes. Enfin, il faut que tu trouves un club, parce que voilà, le nouveau coach, t'es pas fit. Enfin, pas fit, ouais, ça sert à ça, les préparations, à devenir fit. Et du coup, on argumente tout ça. Donc, à la fin, ils veulent que je parte. Moi, je suis OK, dans ce cas, je repars en France. Non, tu peux pas. Parce que, et là, à l'époque, il y a Sochaux qui me voulait, Omar Daf, qui était en Ligue 2 à Sochaux, qui était intéressé pour récupérer. Et il dit non, mais là, il faut que tu restes absolument en Italie. Tu peux pas partir ailleurs en Italie. Je fais, mais en Italie, je peux aller nulle part. J'ai pas de mercato. J'ai pas de marché. Je suis venu là, j'ai fait 3 matchs, je me suis pété. Qui va me prendre? Et en plus, il y a la préparation. Vous me faites pas jouer, vous me faites pas faire les matchs amicaux. Du coup, je suis resté pareil, un peu comme tu m'expliquais en off Ndinga à Auxerre, Delvin. Je suis resté 1 an sans jouer. Je m'entraînais, tout ça. Et tu savais que tu pouvais... Je ne peux pas jouer. Ils m'ont pas mis dans l'équipe. Ils t'ont pas mis dans l'équipe. Ils m'ont pas mis dans l'équipe parce qu'en fait, pareil, là-bas aussi, il y a un quota aussi. Il y a un quota de joueurs de plus de 23 ans, en fait. Étrangers? Non, pas étrangers. Là-bas, c'est plus de 23 ans, moins de 23 ans. C'est pour promouvoir un peu les jeunes. Donc, tu as le droit à 16 joueurs de plus de 23 ans et à 16 de moins de 23 ans. Et en fait, pendant le mercato, ils ont fait un mercato à fond. Ils ont pris leurs joueurs. Et moi, en fait, à la fin, ils se sont rendus compte qu'il y avait un joueur en trop. C'était moi, un joueur en trop. Et à la fin, ils ont quand même essayé de me dire bon, on va voir si on peut faire partir quelqu'un, on va te réintégrer. Finalement, non.
Et donc Ah voilà, ouais, j'ai donc toute fait l'année, pour faire court. Maintenant, je suis resté toute l'année sans. Même en janvier, c'était pas la même histoire. Et eux, tu pouvais pas partir en France parce que sinon ils allaient devoir payer Voilà, une différence. grosse somme. Voilà. En gros, après, ils m'ont dit quoi à la fin? Bah écoute, bah tu pars, mais c'est toi qui payes la différence des impôts. J'ai fait, donc moi, je vais partir. En plus, je vais payer. Ça veut dire, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Surtout à mon âge. Pareil, quand j'avais 20 ans, peut-être j'aurais considéré à 20 ans, mais là, à 34 ans. Et moi, entre-temps aussi, j'ai baissé mon salaire parce que j'étais blessé, parce que Covid, parce que tout ça. Ok, je coupe encore mon salaire. Mais en janvier, je vais en être. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Entre-temps, pareil, un nouveau coach, le club un peu en crise. Non, tu sais, Ricky, c'est compliqué pour te rattraper parce qu'on va faire des recrues. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Merci. Okay. Donc, non, c'est bon, je pars pas. Non, mais tu veux la série C? Non, merci, c'est bon. Je suis pas à un âge où il faut. Non, c'est soit tu me fais confiance, enfin, soit on part sur une bonne relation de confiance et tu me mets, soit sinon, bah tant pis. C'est vraiment dommage, la Regina, vraiment dommage. Et aussi, encore une fois, ta famille, t'étais bien là-bas. Bah, c'est un peu la même chose. Quand j'arrive dans un nouveau pays, on a toujours cette appréhension de savoir si on va être bien, si on va être mieux que l'ancien pays dans lequel on part. Et non, franchement, on était bien accueillis. Franchement, la Calabre, c'est aussi une belle région. Ça m'a fait penser un peu à la Corse, d'ailleurs, au niveau de l'environnement. Et non, ce serait dur de dire que j'ai passé de bonnes saisons parce que c'est pas le cas, parce que j'ai pas joué. Donc forcément, j'étais un peu en souffrance. Vrai, finalement, c'est même ça, le week-end, j'étais pas bien, j'étais en PLS le week-end. Tu regardais les matchs? À peine. Je regardais les matchs, mais j'étais dégoûté. Encore une fois, même si j'étais âgé, voir des matchs, ça me faisait un peu chier de pas pouvoir en être en fait. Et du coup, c'était un peu frustrant, mais pareil, mes enfants, ils ont beaucoup apprécié. Bah ouais, toi, ils te voyaient plus par contre. Exactement, ils voyaient plus. Tu pouvais faire des choses de gens normaux. Exactement. Bah, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, j'aborde la retraite. J'aborde la fin de carrière. Oui, la retraite. T'es prêt, avec sérénité. Parce que pas une coupure. Ça s'est fait de manière exactement, ça s'est fait vraiment de manière smooth, comme on dit, de manière fluide. Donc du coup, ça va plutôt bien. En plus, c'est bien, j'ai plein d'activités en football. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, la suite de tout ça. Après, non, on verra. Pour l'instant, je regarde un peu les possibilités. Je regarde qu'est-ce qui pourrait aussi me correspondre. Peut-être au niveau des médias, au niveau des managements. Là, j'ai passé un diplôme en management avec l'UEFA, qui s'appelle le CFM. Et je fais quelques interventions dans les médias, que ce soit avec Canal Plus Afrique, avec RMC. Donc on va voir comment ça va se décanter. C'est comme tout joueur de foot, t'es un peu tiraillé entre le terrain, le club, les médias. Il y a plein de choses qui ça, parce qu'en fait, on a toujours été 100% football, 100% terrain, que après, maintenant qu'on termine, on ne sait plus trop où est-ce qu'on peut trouver sa place, où est-ce qu'on peut être bon en fait. Et là, je suis vraiment en plein dedans. Je suis en train, pas de tâter à tout, mais je suis en train de réfléchir à savoir ce que je peux faire. Surtout faire un truc que j'aime bien en fait. Pas seulement faire un truc pour l'argent, mais vraiment faire un truc qui me passionne. Et ça va, moi je prends du plaisir à discuter, je prends du plaisir à analyser tout ça. Donc les médias, ça pourrait me correspondre. Après, même le coaching, j'aime mettre sur le terrain aussi, j'aime bien transmettre, comme on disait au début. Tu as aussi cette histoire de Génération 86, votre asso. Voilà, il y a aussi l'association, donc je pourrais maintenant m'y mettre à plein temps, enfin, en tout cas donner plus de temps et essayer de faire quelque chose de bien. On a aussi monté un podcast. Ouais, je sais, j'ai s'appelle Ballon Main Corps. Ouais, j'ai écouté. Intéressant, ouais. C'est histoire de transmettre comme on est tous à distance. Ouais. Quentin qui est à Toronto, États-Unis. Canada, pardon. Ouais, Canada, pardon. Canada. En Amérique. Ouais. Seb qui est sur Londres, donc c'est bien, ça permet aussi de nous voir régulièrement et puis de essayer de diluer quelques conseils. J'aime bien poser cette question. Tu conseilles quoi, toi, à un joueur qui hésite avant de partir à l'étranger? Mon conseil que je pourrais donner, franchement, qu'il n'hésite pas. S'il hésite entre partir et rester, il faut qu'il y aille, il faut qu'il tente, parce qu'il pourra seulement savoir s'il a fait le bon choix ou pas, c'est en y allant en fait. Parce que tu peux pas te faire une idée quand tu es pas dans le pays ou dans la zone, dans l'environnement en fait, dans lequel tu veux te confronter. Donc vas-y à fond et tu calcules après. Comme il y a des gars qui vont en Bulgarie, ils kiffent. Des fois, il y en a qui vont en Roumanie, ils trouvent leur femme là-bas. C'est l'aventure. Et à la fin, ça fait toujours... moi, je pense qu'à la fin, tu en tires toujours du positif, quoi qu'il arrive. Même si des fois, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'expériences qui tournent mal des fois. Mais à la fin, tu tires quand même du positif. Merci beaucoup, Ricardo. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt, merci. Ciao. J'ai rencontré Ricardo chez lui à Rambouillet, à quelques kilomètres à peine de Clairefontaine, là où tout a commencé pour lui.
Sa capacité d'analyse et sa lucidité m'ont impressionné. Je suis persuadé qu'il a énormément de choses à apporter au football. On a notamment besoin de personnes comme lui pour accompagner les jeunes générations à mieux préparer leur carrière, mais aussi et surtout leur vie en dehors du football. Voilà, vous venez d'écouter le 42e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode qui, je suis sûr, nous fera encore voyager. N'hésitez pas à faire un tour sur podio.fr, P-O-D-2-I-O, le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts de sport du moment. À bientôt!